vous n'allez pas pêcher les 29 000 tonnes, vous avez jeté les 6 millions de dollars. Il dit, bon, nous, en tant que techniciens, ça ne nous dérangeait pas, ça nous encourageait plutôt. Quand est-ce que le dossier a été débattu au gouvernement, au Conseil des ministres? C'était au mois de juin. Au mois de septembre, j'étais en Namibie pour aller négocier les quotas de pêche. Nous avons signé le contrat au mois d'octobre. L'argent est sorti au mois de novembre. Et dans un mois, on pouvait amener dans cette 1300 tonnes. Le contrat est en cours en fait. Oui, bien sûr. Donc ça peut encore continuer. Ce n'était pas seulement pour la fin de l'année. Mais non. Vous êtes, ça c'est le ministère de l'économie. Vous parlez avec le ministre de l'économie. C'est lui qui vous donne des informations. Évitez la rive. Il y a un ministère des tutelles. Si vous avez besoin des informations, mais donnez. Nous sommes là pour vous. D'accord. Okay. On peut vous lever des questions. Je vais prendre Israël Moutala de 7 sur 7, mais avant ça, avec votre permission, confrère, monsieur le ministre, deux petites questions. Avec ces initiatives qui traduisent en réalité la vision du président de la République en ce qui concerne l'aspect social, le secteur social, ces initiatives que je considère comme étant patriotes nationalistes. Est-ce que vous avez 6 heures de sommeil dans votre lit avec tous ces opérateurs économiques à qui visiblement vous avez arraché le beefsteak à la bouche? Il y a mon directeur du cabinet qui est là et mes collaborateurs, il y a mes conseillers qui sont là. Ils savent que moi, je distribue des tâches même à 3h à 2h du matin. Ils savent. Ils le savent. Donc vous n'êtes pas en paix, c'est ça? Non. Parce que c'est audacieux, c'est ce que vous faites. Je pense que nous avons une dette vis-à-vis de notre population. On n'a pas encore fait. Nous devons faire mieux. Et je me sens endetté. Je me sens endetté. C'est comme ça que je ne communique pas assez. Je trouve que peut-être que c'est prétentieux, je trouve que peut-être que c'est une insulte à cette population. Si on peut croire que diminuer les prix d'avion, si on peut croire que baisser les prix des poissons, c'est cela. Non, on a du respect vis-à-vis de notre population. On se dit qu'on doit travailler. Et on doit travailler beaucoup. On doit travailler beaucoup. Alors, on arrive ici au bureau. Des fois, moi, je quitte ici à 22h30. Moi, je suis ici les samedis. Il y a les dimanches, moi, je suis ici. Parce que je sens qu'on a beaucoup de choses à faire. Oui, la vie d'un homme, c'est toujours des problèmes, mais on doit se battre. Comment résistez-vous à la tentation? À la tentation? Oui. Vous me comprenez entre les lignes. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas prendre le pot de vin? Comme ça, je suis direct. Bon, j'ai eu la chance de travailler avant d'être ministre. J'ai fait un parcours normal. Je suis d'abord fonctionnaire au sein du ministère de l'économie, fonctionnaire de l'État. J'ai été conseiller, j'ai été directeur du cabinet, j'ai été, avant d'être ministre. Je suis parmi les conseillers, les rares, qui ont gagné millions de dollars, je parle des millions de dollars, allez au trésor public, et vous allez voir des traces. Normalement, j'ai contrôlé les entreprises, j'ai été payé la Visora en termes de millions de dollars, ici au Congo et dans ces ministères, et pendant 2 ans, en 2014 et en 2015. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme qu'on a ramassé dans la rue et pour faire ministre. J'ai été préparé pour être ici. Donc, l'un de moi, ces idées de corruption... Donc, monsieur le ministre résiste à la tentation. Je ne dirais pas que je résiste. Vous êtes vacciné. C'est pas dans ma tête. C'est pas dans ma tête. D'accord. Madame, je vais vous dire une chose. Je vais partager ce message avec mon directeur du cabinet. J'étais en mission en Espagne. J'étais en train de discuter avec les opérateurs économiques espagnols. Il y a les messages, mon directeur du cabinet, j'avais partagé ce message avec les membres du cabinet. Il y a mon fils de 17 ans qui m'a écrit « Papa, partout où tu es,
à chaque décision, pense à ces Congolais qui souffrent. Notre pays, on peut vous produire le message. Donc, je pense que chacun a sa manière de vivre. Nous ne sommes pas venus ici pour des corruptions. D'accord. Ouais. Merci. Nous allons prendre la nouvelle question d'Israël Moutala à ce disciple très assidu à l'école de la lutte contre la corruption de Félix Tshisekedi. Merci. Ma question c'est par rapport aux sanctions. Vous avez listé un certain nombre de violations de la loi, mais est-ce que vous avez sanctionné ces opérateurs économiques véreux qui ont volé l'État, qui ont détruit, qui ont érodé le pouvoir d'achat des Congolais? Les lois ont prévu des sanctions par rapport au non-respect des marges bénéficiaires, par rapport à la structure de prix. Tout ça a été violé systématiquement et pendant de longues années. Est-ce que l'État va rentrer dans ses droits? C'est la première question. Très bonne question. Je pense que c'est ça le rôle des OPJ. Nous avons les résultats des contrôles économiques dans ce secteur pour cette année ici. Lorsque nous faisons les contrôles, nous envoyons les inspecteurs économiques sur terrain pour prendre les éléments sur les différents opérateurs économiques. Bon, cette fois-ci, on a fonctionné autrement. Ils prélèvent, mais nous venons travailler ici, dans la salle de réunion. Et pour cette année, c'est 59 millions de dollars qu'ils doivent remettre au Trésor public. Je fais le rapport à la haute hiérarchie. Notre faiblesse ici, au ministère de l'économie, c'est, encore une fois, certaines attributions sont volées à un certain moment. Il y a des opérateurs économiques qui ont fait des manigances avant notre arrivée ici. On avait un acte générateur des recettes ici qu'on avait on l'a extirpé. Mais on est en train de se battre pour que ça puisse revenir. En réalité, lorsque nous faisons les contrôles, nous envoyons les inspecteurs, ils viennent avec des résultats, nous communiquons les résultats aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent lire et répondre. Après la réponse, on doit passer aux discussions. Confrontation. Une confrontation directe. Après confrontation, si vous n'êtes pas convaincant, on signe les PV. Mais pour cette année, je vous dis, les résultats de nos contrôles, c'est 139 millions de dollars américains qu'ils doivent. Mais bon, au nom du climat des affaires, nous faisons encore confiance. Nous les avons encore écrits, ça fait des semaines, pour qu'ils se mettent en règle avec l'État. Nous avons eu une réunion avec eux ici pour les demander de se mettre en ordre avec l'État. Et ça va se faire. Ouais. Mais sur la même question, sur les éléments qu'ils incorporent dans la structure de prix, peut-on dire aujourd'hui que la structure de prix maintenant appliquée notamment sur les surgelés, est-ce qu'elle est maintenant légale? Les éléments qui ne doivent pas y être incorporés ont-ils été élagués pour qu'on ne garde que la structure de prix telle qu'elle a été définie dans la loi? Et enfin, sur cette question, comment vous faites respecter les règles de la concurrence? Parce que c'est aussi dans vos attributions de faire respecter la concurrence. Parce que là, ils sont à la fois importateurs, grossistes pour certains, détaillants, transporteurs et même déclarants en douane. Donc ils cumulent toute la chaîne de valeur, alors que là, ce sont des situations monopolistiques. Qu'est-ce que vous faites de ça aussi? Merci. Dire élaguer, c'est trop dire. Parce que c'est un privé. Ce sont des structures de prix concertées.
Parce que M. Willy Kaligay a parlé des contrôles a posteriori. Nous ne pouvons pas élaguer quelque chose que nous, on ne connaît pas. Nous avons notre structure. Nous avons une structure concertée. C'est ce que nous respectons. Mais vous savez très bien qu'il y a des services au port qui ne sont pas dans la loi et qui font payer des taxes là-bas. Et ils le disent clairement. Qu'il y a des services aux frontières qui ne sont pas dans la loi, qui font payer des taxes. Ce sont des éléments de facto, pas de jure. Non. Faisons attention. Non. Je te dis qu'on ne peut pas élaguer quelque chose qui n'existait pas. Nous ne le considérons pas parce que nous avons une structure de prix concertée. Le contrôle a posteriori, c'est lorsqu'on triche, lorsque les opérateurs économiques trichent, lorsqu'ils se chargent des structures de prix, lorsque nous faisons notre contrôle, c'est à ce moment-là que nous allons constater, et quand nous constatons, nous allons sanctionner. C'est à ce niveau-là. Alors, les services qui ne sont pas dans l'ordre opérationnel, qui par hasard se retrouvent au niveau des différentes frontières, ce n'est pas de la responsabilité du ministère de l'économie. Il est vrai où c'est facile de le dire, mais nous avons passé à des confrontations entre opérateurs économiques et ces services-là, notamment la DGM, CVM et l'MC, qu'ils ont prétendu que ces services-là perçoivent l'argent. Dans cette salle ici, nous leur avons demandé de nous présenter des preuves devant ces services. Ils étaient incapables, ici, dans la salle de réunion. Et nous avons des vidéos pour ça. Donc, c'est une façon de justifier une tricherie avérée. D'accord. On prend la question de Josette Mboudamatari de la FNC2. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez dit que vous êtes fils maison. Vous avez fait plus de 20 ans dans ce ministère. Nous avons eu des informations sur vous. Vous étiez pour beaucoup en ce qui concerne la relance de la sucrerie de Koulingongo, la cimenterie de Lukala. Alors aujourd'hui, pouvez-vous nous dire que vous êtes un homme des situations? Parce que à chaque fois qu'il y a des problèmes ou soit des situations difficiles au niveau de notre économie, vous arrivez à trouver des voies et moyens. Alors, une certaine opinion pense que vous êtes en train peut-être de marcher sur les plates-bandes des autres. Par rapport au surgelé, pourquoi n'avez-vous pas eu de concertation avec votre collègue ministre de la Pêche pour que vous achetiez des bateaux de pêche? Parce que nous avons des lacs dans lesquels nous trouvons des poissons qui meurent de vieillesse. Pourquoi pas des concertations interministérielles pour que nous ayons des bateaux de pêche? C'est une sanction générique, finalement. Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas juriste, hein, mais les juristes ont l'habitude de dire que le pouvoir est d'attribution. Moi, je respecte mes attributions. Je respecte mes attributions. À mon collègue de la pêche, j'ai parlé avec lui et je l'ai dit de la même manière. Et moi, je respecte mes attributions. Le ministre de l'économie, il est l'autorité tarifaire, il s'occupe des approvisionnements intérieurs. Et lorsque le ministre constate qu'il y a un déficit de l'offre intérieure, son rôle, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut pallier à ça. Et pallier à ça, c'est les importations. Parce que vous avez parlé ici de la situation des Silou et de la sucrerie de Koulingongo, ça, ce sont des industries locales. Qu'à l'époque où j'étais conseiller, Silou était en difficulté. Ça faisait 7 ans qu'il cherchait des solutions. Le dossier est tombé. Mon ministre, le président de l'autorité morale, le sénateur Bati Lukwebo, va me confier le dossier pour dire, essayer un peu de trouver les voies et moyens. Silou a besoin de 50 millions de dollars pour sa relance. Ça fait 7 ans.
ils ont une capacité installée de 400 000 tonnes, ils voudraient passer à 700 000 tonnes, mais aujourd'hui, avec les importations, ils commencent à produire 180 000 tonnes là, et les sacs de ciment est déjà à 35 $ sur le marché. Que faire? C'est une tâche que le ministre m'avait confiée. J'ai examiné le dossier, j'ai trouvé que par an, les taxes de fiscalité et de parafiscalité que Silou payait étaient de l'ordre de 11 millions de dollars l'an. J'ai examiné, j'ai trouvé que non, il fallait, si, comme on n'a pas de cash à donner à Silou, on pouvait exonérer Silou. On a exonéré Silou pendant 5 ans et les résultats sont là. Ils sont passés de 400 000 tonnes aujourd'hui à une capacité installée de 700 000 tonnes. Et c'est la même politique qu'on avait reproduite à la sucrière de Kilombo. Là, nous parlons des industries locales que nous avons cherché à protéger. Mais maintenant, dans le cas d'espèces, nous n'avons pas une industrie de la pêche au Congo. On protège quoi? On protège quoi? Le ministre de la Pêche, certainement que dans ses prérogatives, c'est de faire la promotion de la pêche locale dans les eaux congolaises. C'est ce que nous faisons, ce n'est pas dans les eaux congolaises. Nous achetons, nous importons les produits de la Namibie avec les bateaux de pêche namibiens, avec la main-d'œuvre namibienne. Ça n'a rien à voir avec l'opération de la pêche qui se retrouve dans les attributions de mon collègue que je respecte beaucoup, de la pêche. Alors, à ce qui concerne les activités de la pêche, il faudrait retenir une chose. On appelle ça industrie de la pêche. C'est une industrie. C'est une industrie qui a beaucoup d'exigences et des préalables. Les premiers préalables pour une industrie de la pêche, c'est d'avoir le courant fort, permanent et stable. Première condition. Deuxième condition, il faut avoir une chaîne de froid. Pas de chambre froide, une chaîne de froid. Troisième élément, les voies d'évacuation. On parle de Tanganyika, on parle de lac Albert vers Bunia, on parle de Mwanda. Mais à Tanganyika, madame, à peine qu'on est en train de réhabiliter la centrale Bendera. Je ne sais pas si c'est déjà opérationnel, je ne sais pas. Et si c'est opérationnel, c'est à quel niveau? Est-ce que le courant est permanent? Deuxième chose, est-ce qu'à Tanganyika, à Kalemi, il y a une chaîne de froid pour la conservation des poissons? Troisième élément, de Kalemi à Lubumbashi, les trains peut être faits une seule fois le mois. Même si ça faisait une seule fois le mois, est-ce qu'ils ont des wagons frigorifiques? C'est pas l'argent qui manque, monsieur. Non, j'ai dit. Donc, acheter les bateaux, ce n'est pas la finalité. On peut acheter les bateaux, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bateaux? Vous pêchez et puis quoi? Vous conservez où? Comme le pêcheur de Waging. Vous allez à Bunia, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chaîne de froid. Vous allez à Mwanda, il y a du courant, mais il n'y a pas de chaîne de froid. Mais c'est cela le problème. Mais le poisson de Mwanda nous arrive quand même ici à Kinshasa. Comment est-ce qu'ils font? Non, madame, vous êtes à 14 millions d'habitants ici et 2 433 000 familles recensées. Je dis bien recensées, sans compter les familles qui ne sont pas recensées, avec une moyenne de 6 personnes de ménage. OK? Et donc, même avec les 150 000 tonnes ici, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ça notre combat. Dans la rationalisation des prix, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a $1, 2000 francs congolais, chaque famille ici dans la ville de Kinshasa, pauvre soit-elle, elle est capable d'avoir 2000 francs. Comment?
que chaque enfant, même s'il est syrien, s'il sort de chez lui et il sire 4 personnes, il a ses 2000 francs congolais. Chaque enfant courageux qui peut nettoyer une voiture, on le paye 2000 francs, 3000 francs. Donc, il peut, au moins sa famille peut manger 1 kilo de Thomson par jour. Alors, dans notre logique, avec les 2 433 000 ménages recensés, si chaque famille parvient à s'acheter 1 kilo de Thomson par jour, c'est que nous aurons 2 433 000 kilos qu'on peut consommer par jour. À Kinshasa. À Kinshasa. C'est-à-dire à peine 2433 tonnes de poissons consommés par jour. Fois 365 jours, on atteindrait 880 000 tonnes. On est à 150 000 tonnes. Quelle est la conséquence? Sa conséquence que le volume d'importation va augmenter, le trésor public va récupérer beaucoup d'argent et les opérateurs économiques vont tirer beaucoup. C'est une logique simple. Et nous l'avons expérimenté chez les transporteurs aériens. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se plaint. Donc, nous avons tablé, notre force, c'est le nombre que nous avons de la population. D'accord. Merci, monsieur le ministre. On prend Zoomeko, c'est Guy Chungou. Zoomeko, c'est un média en ligne spécialisé dans des questions économiques. Confrère, merci beaucoup. Monsieur il ne reste plus que 10 minutes. Monsieur le ministre, je vais revenir sur la structure de prix. Je vais plutôt m'attarder sur la nouvelle structure de prix en ce qui concerne le produit pétrolier. Il y a eu augmentation pour ce qui concerne l'essence de 100 francs et le pétrole de 270 francs à peu près. Mais déjà, ça circule, ça coule de source. Les chauffeurs taxis se plaignent. Est-ce que l'on peut, comme ça, voir venir une sorte de soulèvement ou un problème lié à la hausse du prix du transport en commun? Est-ce que vous avez résolu un problème d'un côté? Est-ce que vous avez vu venir l'autre problème qui se présente déjà en portrait? Ma deuxième question... Non, on commence d'abord par la première question. Allez-y, merci. Je veux, en tant que journaliste, je vais te ramener à des archives. Il faut lire l'histoire. Elle est récente. Sous le ministre Kapika, on était à 2320 francs congolais les litres. On était à 2320 francs congolais les litres, sous Kapika. Et lorsque Mme Akassia est arrivée comme ministre, elle a pris la décision de baisser les prix des produits pétroliers. Donc on est parti de 2320 à 1995 francs les litres. OK? Et avec trop de conséquences. Avec trop de conséquences. Des pertes et manques à gagner que l'État congolais paye à l'ordre de millions de dollars américains. L'augmentation actuelle de 1995 à 2095, c'est une augmentation de 5%. 5%. Parce qu'on a ajouté des 100 francs. C'est 5%. Et toute proportion gardée, même si on ajoutait les prix des transports au double de ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est 500 francs, je ne sais pas, le transport. Donc, on va ajouter des 100 francs, on passe à 600 francs congolais. Les gens ne peuvent pas confondre le rôle de tout un chacun. Vous êtes en train de remarquer ces derniers temps, il y a un problème au niveau des approvisionnements dans des stations. Ce n'est pas lié à ces problèmes. Le problème que nous avons triplé les volumes dans les 3 zones d'approvisionnement, le sud, l'est et l'ouest. On a triplé les volumes à cause de la maîtrise des fraudes dans les secteurs pétroliers. Les volumes ont triplé et c'est l'État qui gagne. Et la CEP et les RESCOM, ils sont débordés.
il ne s'était pas préparé avec cette augmentation. La logistique devait suivre. Pas plus tard que 10 minutes, avant de sortir ici, j'ai parlé avec le DG de la CEP. Il dit, nous devons importer d'autres véhicules. On ne s'entendait pas à cette augmentation. C'est cela le problème. Il n'y a aucun souci avec une augmentation de 100 francs, donc une augmentation de 5%, ça ne peut pas bouger le prix du transport. Non, non. Et encore une fois, l'autorité tarifaire, c'est le ministre qui vous parle, et donc les transporteurs d'eux-mêmes ne peuvent pas se permettre de faire du n'importe quoi. Monsieur le ministre, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus communiqué sur cette structure de prix, surtout la nouvelle. Ceux qui nous suivent ont besoin de savoir quels sont les facteurs qui rentrent en musique dans la hausse de prix des produits des produits plutôt pétroliers. Parce qu'on a comme l'impression, on les entend dire que le ministre se réveille un bon matin, de son gré, il dit, écoutez, désormais, on quitte à 2000 francs le litre, on passe à 2500. Ils en ont besoin. Vous êtes ministre, dites-nous exactement quels sont les différents facteurs qui influencent la hausse du prix des produits pétroliers. C'est très simple. D'abord, sur le plan international, les prix ont augmenté sensiblement. En France, ce matin, 1 litre à la station, c'est 2 euros. 2 euros, c'est 2,79 dollars. C'est 2,79 dollars. 2 euros. 2,79 dollars, ça nous fait 4 000, ça fait à peu près 5 800 francs congolais. Ça, c'est la France. Ok? C'est 5 800 francs congolais. Ça, c'est au niveau de la France. Et ici, on est encore à peine qu'on vient d'arriver au niveau de 1,1 dollar. Le litre. Mais malgré ça, c'est subventionné. Le prix du pétrole, aujourd'hui, si nous devons appliquer la vérité des prix à la partie ouest, nous devons vendre 1 litre à 2600 francs congolais. Les Congolais doivent savoir, même si on ne veut pas, on ne communique pas assez sur ça, c'est l'État qui prend en charge. Pour soulager la population, l'État prend en charge les manques à gagner. Les manques à gagner. Oui. C'est l'État. L'État dit non, moi je ne vais pas laisser ma population souffrir. Comme le litre d'essence doit être vendu à 2600 francs congolais, vous les vendez à 2000, les 600 autres. Moi je prends en charge et je vais payer les pétroliers. C'est ça la réalité. C'est de la même manière, pour qu'on arrive à transporter la société Transco, l'État prend en charge. Chaque mois, nous donnons 480 000 dollars à Transco pour les carburants et 120 000 dollars pour son fonctionnement, pour que nous puissions maintenir les prix à ce niveau-là de 500 francs par course. Donc, l'État accompagne la population. L'État accompagne la population en subventionnant le prix des produits pétroliers. D'accord. Donc, cette augmentation, ce n'est qu'une augmentation normale pour éviter que les écarts soient considérables et les manques à gagner puissent être considérables également. Parce qu'aujourd'hui, l'État est en train de payer au moins 350 millions de dollars par an pour subventionner les prix des produits pétroliers. Alors, si on laisse les écarts énormes, on peut passer de 350 millions à 700 millions. Et vous allez dire que non, l'État ne s'occupe pas de la population. 350 millions, ce n'est pas quelque chose. On peut investir dans le domaine de la santé, on peut investir dans le domaine de l'éducation. Mais l'État prend en charge pour permettre à ses compatriotes de circuler aisément. Monsieur le ministre, on va prendre peut-être la question de Willy Karega sur l'économie de la santé. Le temps nous fait vraiment pression. J'en profite pour vous poser une petite question. À vous entendre parler dans cette démonstration magistrale, en fait, vous résumez la vision du président Tshisekedi dans ses aspects politiques, dans ses aspects
dans son aspect social, mais aussi aspect de lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne la fraude fiscale et tout le reste. C'est ça que vous démontrez dans cette émission. L'économie, c'est le social. L'économie, ce n'est pas des agrégats. L'économie, c'est une réalité. C'est l'homme qui est au centre de l'activité. Et toutes les solutions que nous devons chercher, nous devons les chercher pour l'amélioration du mieux-être des citoyens. Et le mieux-être, c'est quoi? C'est à manger, son déplacement, c'est les loisirs, c'est tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas de la magie, l'économie. En d'autres termes, vous donnez tort à ceux qui disent que le président n'a rien fait 3 ans durant. Bon, ils doivent savoir interroger le passé, nous venons d'où? Et il a hérité de quoi? Il a hérité de quoi? Et nous venons d'où? D'accord. Ouais. Monsieur le ministre, juste une question, on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez tellement d'attributions qui n'ont pas encore, vous n'avez pas encore tout terminé parce qu'il vous faut du temps. Mais je vous vois encore vous occuper de la santé. Vous voulez encore avoir des problèmes avec le ministre de la Santé après avoir reçu de la pêche. Pourquoi vous êtes allé encore au domaine de la santé? Quelle est la motivation? Pourquoi vous occupez de cette rationalité, d'association des prix, mais dans le secteur de la santé? Pourquoi? Juste en 3 minutes parce que... Nous sommes dans la régulation économique. Oui. On ne s'est pas écarté de nos attributions. Nous sommes dans la régulation économique. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est une analyse comparative des différentes valeurs CIF dans les pays limitrophes. Les produits qui arrivent, je commence par notre voisin immédiat, le Congo-Brazzaville. Les produits pharmaceutiques arrivent avec une valeur de $100 la tonne, la valeur CIF. Et elle est vendue à $115, donc le prix derrière, à $115. Au Rwanda, le même produit arrive avec une valeur CIF de $100, mais elle est vendue à $102. Mais chez nous, ce même produit arrive avec une valeur CIF de $100, mais elle est vendue à $250. Il y a lieu de s'interroger. Et la personne qui doit s'interroger, c'est le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie doit s'interroger également, et on s'interroge. Pourquoi la disparité des prix et des services dans le domaine de santé? Par exemple, vous arrivez en Ngalema, ici à la Gombe, une consultation est à 15 000 francs congolais. À Ngalema Center, vous êtes à $20. Donc 15 000 francs congolais, ça veut dire $7,5. À Ngalema Center, vous êtes à $20. Chez HJ, vous êtes à $30. On cherche à comprendre pourquoi cette différence. Pourquoi une unité en Ngalema Center, on est $140 pour les lits, les malades, et chez HI, on est à 1250. Voilà ces questions-là. On peut nous dire facilement que non, c'est parce que là, nous avons examiné et on a trouvé que ce sont les mêmes médecins spécialistes et les mêmes médecins généralistes qui, à 8 heures, sont en Ngalema, à 10 heures en Ngalema Center, à 14 heures chez Semka, à 18 heures chez Mutonou Dikembe. Donc c'est le même corps médical qui fait la ronde dans la ville de Kinshasa. C'est comme ça qu'on a décidé d'examiner est-ce que les prix des produits pharmaceutiques, l'exagération des prix est liée à un phénomène endogène ou exogène. Alors, si c'est endogène, que faut-il faire? Et on a regardé, on a convoqué tout le monde, les médecins, les pharmaciens, les services de l'État qui interviennent dans les secteurs-là. Et du coup, on remarquera qu'il y a trop de taxes légales. La parafiscalité et la fiscalité nous tue.
Notre souci maintenant, c'est de rendre les produits pharmaceutiques un produit social. S'il faut qu'on arrive à convaincre le gouvernement que les produits pharmaceutiques qui arrivent avec une valeur cible de $100 ne peuvent pas dépasser $105 sur le marché. Si on peut arriver, les mêmes produits qui sont vendus en Galema ou, comment on appelle ici, le boulevard du 30 juin, hôtel Pullman, Memling, dans les mêmes quartiers IP, avec les mêmes coûts de loyer, mais vous remarquez que les produits ont une disparité des prix, les mêmes produits, de 20 à $30. Il y a problème. Merci. Alors, pour atteindre la couverture santé universelle, il y a des préalables. Monsieur Willy, vous fréquentez l'Europe, vous savez comment est-ce que les mutuelles de santé sont organisées. Même si on peut arriver à créer des mutuelles de santé, mais si les produits pharmaceutiques ont un prix exagéré, vous n'allez pas arriver au résultat. Alors, nous sommes en train de préparer le terrain de la couverture santé universelle, tel que le président de la République a pris. Voilà, nous préparons. C'est nous les socles de cette activité-là. Merci aux membres du cabinet qui nous ont tenu compagnie sur ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des millions à nous suivre à travers le monde entier par la magie du satellite. Merci de nous suivre sur la télévision nationale congolaise, mais aussi sur les chaînes partenaires. Tout l'honneur a été pour nous de recevoir de manière exceptionnelle Monsieur le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, avec qui nous avons abordé toutes les questions qui sont les vôtres ou qui ont été les vôtres depuis 7 mois qu'il est à la tête de ce ministère. En tout cas, vous avez eu le temps de vous faire d'éclairer votre religion en rapport avec les différentes questions lui posées sur ce plateau par Israël Moutala, qui se trouve être responsable du média en ligne 7 sur 7. Merci Israël.